réaction d'halogénation des alcanes, c'est-à-dire que l'on substitue un groupement OH par un halogène. La même chose, soit par PX3 ou bien par SOCl2. Et donc, passons maintenant au mécanisme de la réaction. Donc, LCH2OH, toujours on va jouer sur la polarité des molécules. Et nous allons réunir les charges positives et négatives. Donc, nous avons ici une charge delta moins sur l'oxygène, delta plus sur le phosphore, puisqu'il est moins électronégatif que le chlore, et donc rupture hétérolytique de cette liaison et attaque des électrons N du phosphore. Comme d'habitude, formation d'une nouvelle liaison oxygène-phosphore. Oxygène-phosphore, dégagement de Cl- et apparition d'une charge positive sur l'oxygène puisqu'il a perdu un électron. Donc maintenant, ce Cl- dégagé de la molécule, il va attaquer ce proton. Pourquoi il va attaquer ce proton? Parce que ce proton, il est chargé delta plus. Ceci explique la rupture hétérolytique de cette liaison vers l'oxygène pour le neutraliser. Et donc, qu'est-ce que nous obtenons? C'est H2OPCl plus formation d'une nouvelle liaison hydrogène-chlore. Et puis nous verrons la deuxième réaction entre un groupement, entre deux alcools, COH, voilà, c'est H2OH. Donc, n'oubliez pas que le coefficient stoichiométrique est égal à 3, c'est-à-dire que nous avons 3 alcools. Donc, la même chose, les alcools vont attaquer le phosphore qui est chargé positivement, et comme ça nous obtenons quoi? Un phosphore qui forme 3 liaisons avec des alkyles, avec OCH2R. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter. Plus de HCl. Le phosphore, il est toujours chargé delta plus. Donc par le même mécanisme précédent, nous obtenons un phosphore lié avec 3 groupements OCH2R plus 2 HCl. D'où il vient ces deux HCl? C'est l'hydrogène de la fonction alcool. La même chose, c'est le même mécanisme qui se répète. Et donc, puis l'étape suivante, le phosphore, il possède un doublet, comme l'azote. D'accord? Donc, il va attaquer. Donc, ici, nous avons 2 HCl, c'est-à-dire un HCl plus un HCl. Donc, le phosphore va attaquer un hydrogène parce que l'hydrogène est plus électropositif, donc il est chargé positivement. Donc, il va attaquer ce hydrogène et donc nous aurons la formation d'une nouvelle liaison phosphore et hydrogène et apparition d'une charge positive sur le phosphore puisqu'il a perdu un électron pour former une nouvelle liaison avec l'hydrogène. Donc plus Cl-,
c'est très facile, rupture hétérolytique de cette liaison qui va nous donner le Cl-. Le Cl-, cette fois, il va attaquer quoi? Donc, toujours, on va jouer sur le polarité. L'oxygène est plus électronégatif que le carbone. Donc, ce carbone, il sera chargé delta plus, il sera chargé positivement. Et donc, il sera attaqué par le Cl-, et nous verrons une rupture hétérolytique vers l'oxygène. Ceci nous conduit à la formation de quoi? Formation de premier dérivé halogéné. C'est la première réaction d'halogénation. Et par le même mécanisme réactionnel, nous obtenons 3RCH2Cl. Donc toujours dans le mécanisme réactionnel, on s'arrête lorsqu'on obtient le produit final. Donc voilà, Cl- va attaquer ce CH2. J'espère que ça sera clair pour vous. Donc Cl- va attaquer ce CH2 et donc la rupture hétérolytique de cette liaison qui va nous donner cette liaison qui va nous donner le POCH2 R OCH2 déjà le phosphore a formé une liaison. Donc nous aurons un déplacement de cette liaison qui lie l'oxygène avec le CH2 vers le phosphore. Pourquoi? Pour neutraliser la charge de phosphore. Ceci explique la formation d'une double liaison phosphore. Donc ceci explique la formation d'une double liaison oxygène d'une double liaison phosphore-oxygène. Et puis, par le même mécanisme réactionnel et par l'ajout de deux HCl dans deux étapes différentes, qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons un phosphore lié avec CH2R, apparition d'une charge positive sur l'oxygène. CH2 R double liaison oxygène. Donc la question qui se pose, c'est comment? Eh bien tout simplement, nous avons ici un oxygène très riche en électrons, une charge delta- qui va attaquer le H+, qui va attaquer le proton, et donc nous verrons le déplacement de la liaison d'une façon hétérolytique vers le chlore, et donc nous verrons le dégagement de Cl-. Ce Cl- par le même mécanisme, elle va attaquer quoi? Nous avons ici un CH2 lié avec un oxygène chargé positivement. Donc la charge positive, toujours, je répète ça, que la charge positive augmente l'électronégativité. Parce que c'est le noyau qui exerce une force d'attraction sur les électrons. Donc ce carbone sera très pauvre en électrons et donc sera chargé positivement. Donc le Cl- va attaquer ce centre afin de former le deuxième R. Donc le deuxième R CH2, formation d'une nouvelle liaison CH2 Cl, et donc formation du deuxième dérivé halogéné. Et voilà, donc par le même mécanisme une deuxième fois, qu'on va ajouter le Cl- deux fois, et par le même mécanisme réactionnel, nous obtenons quoi? Nous obtenons finalement 2 RCH2
formation d'une nouvelle liaison carbone-chlore. Voilà, toujours c'est le même mécanisme qui va se répéter, et donc à la fin nous obtenons, donc finalement, au final nous obtenons 3RCH2Cl. Mécanisme d'halogénation par SOCl2. Je vous rappelle que cette réaction est très importante d'après les examens de M. Schker. Donc ROH, nous verrons une substitution de groupement OH par un groupement Cl. Donc la remarque la plus importante, c'est que cette réaction peut se produire en deux milieux différents, soit en présence de diéthyléther, en présence d'un éther d'une façon générale, ou bien en présence de pyridine. Et bien, puisque le milieu réactionnel est différent, nous obtenons deux produits différents au niveau de la stéréochimie. Donc, lorsqu'on utilise l'éther, nous allons obtenir un composé avec une rétention ou bien conservation de la configuration. C'est-à-dire que la configuration absolue ne change pas. Et nous pouvons vérifier ça. Donc l'oxygène 1, l'éthyle 2, méthyle 3. Donc la même chose, le chlore 1, l'éthyle 2, méthyle 3. Donc c'est la même configuration R. Par contre, si on utilise le pyridine, nous allons obtenir un produit avec une inversion de la configuration. Et je vous rappelle que c'est une réaction très importante parce qu'il a deux stéréochimies possibles selon le milieu réactionnel utilisé. Donc, lorsqu'on utilise le pyridine, on va obtenir une inversion de la configuration et nous pouvons vérifier ça également. Donc le Cl1, l'éthyle 2, le méthyle 3. Donc c'est le S. Donc inversion de la configuration. Donc s'il vous plaît, je vous demande de faire un lien psychologique entre le pyridine et l'inversion de la configuration. Donc le pyridine qui va nous aider à inverser la configuration. Nous allons voir tout cela dans le mécanisme de cette réaction. Donc on va passer au mécanisme. Mécanisme 1. Mécanisme. Nous allons tout d'abord commencer par le milieu réactionnel, le diéthyléther, en présence de diéthyléther, éthyle 2, oxygène. Voilà. Toujours on va jouer tout simplement sur la polarité de la molécule. Nous avons ici un groupement méthyle OH plus SO. Nous savons déjà, d'après le tableau périodique, d'après la classification périodique, que le soufre se trouve au-dessous de l'oxygène. C'est-à-dire que le soufre est moins électronégatif, l'oxygène est plus électronégatif. Et donc, le doublet électronique de l'oxygène va attaquer le soufre, et puis nous verrons l'élimination de Cl- et la formation de ce composé. Donc c'est un composé dans lequel l'oxygène se trouve au centre de la molécule. CH3, Cl, oxygène. Donc à ce niveau-là,
nous allons une réaction de substitution nucléophile intramoléculaire. C'est très important. C'est une réaction de substitution nucléophile intra. Qu'est-ce que ça veut dire intra? C'est-à-dire dans la même molécule, nous avons un échange des atomes. Donc, nous avons ici un carbone chargé delta plus et nous avons un carbone chargé, un chlore chargé delta moins. Donc ce chlore, il va migrer vers ce carbocation et en même temps, puisque le carbone est incapable de former 5 liaisons, cette liaison va se déplacer vers cette position pour compenser la charge du soufre. Et donc nous allons la formation de deux molécules. Donc la première molécule, formation d'une nouvelle liaison carbone-chlore, CH3, H, éthyle. La deuxième molécule, c'est le soufre, va former une nouvelle double liaison avec l'oxygène. C'est le SO2 qui va se dégager à l'état gazeux. Et comme vous voyez, l'attaque se fait dans la même côté où il se trouve le proton H+. Donc, je vous rappelle également que lorsque le Cl- va dégager de la molécule, il va arracher ce proton de l'oxygène. Et donc, au cours de cette étape, nous verrons un dégagement de quoi? Un dégagement de HCl. J'espère que ce sera clair pour vous. Donc, comme vous voyez, le Cl attaque en avant de la molécule. Ceci explique la rétention de la configuration. C'est-à-dire, si on part de R, on va trouver R, à condition que l'on utilise l'éther. Si on utilise le péridine, ça sera autre chose. Donc, on va voir maintenant le mécanisme dans le péridine. Voilà, en présence de péridine. En présence de péridine, comment nous allons une inversion de la configuration en présence de péridine. Donc en présence de péridine, la première étape c'est identique par rapport en présence de l'éther, c'est la même chose. Donc, la première étape c'est la même chose qui se répète. Je vous rappelle que l'oxygène va attaquer le soufre, puisque nous avons ici delta plus, le chlore va dégager de la molécule et va éliminer l'hydrogène. Donc au cours de cette étape, nous remarquons un dégagement de l'acide chlorhydrique, de HCl, et aussi la formation d'une nouvelle liaison oxygène soufre. Cl, double liaison oxygène, CH3, hydrogène, éthyle. Donc après, comme vous voyez, c'est le même composé que nous avons obtenu dans le mécanisme en présence de l'éther. Alors, quelle est la différence? La différence, c'est que lorsqu'on utilise le péridine va attaquer le soufre.
lorsqu'on utilise le péridine, il a des propriétés nucléophiles, c'est-à-dire c'est un amoureux des charges positives. Donc où se trouve la charge positive? Au niveau du soufre. Donc le péridine va attaquer le soufre. Et en même temps, nous verrons le dégagement de Cl-. Voilà, donc finalement nous obtenons ici hydrogène, ici c'est H3, désolé, la formation d'une nouvelle liaison soufre avec apparition d'une charge positive sur l'azote. Et puis au cours de cette étape, nous verrons le dégagement de Cl- qui va dégager par une rupture hétérolytique. Et donc il va attaquer la molécule en arrière, ce qui explique l'inversion de la configuration. Il va attaquer la molécule en arrière. Carbone est incapable de former 5 liaisons, donc nous verrons le déplacement de cette liaison vers le soufre. Donc le soufre est également incapable donc le soufre est incapable de former plus de 4 liaisons, donc il va libérer cette liaison pour neutraliser le péridine. Et donc finalement, nous allons obtenir, donc si vous remarquez, je parle en français. Pourquoi? C'est parce que les questions à l'examen seront en français, pas en arabe. D'accord? Donc c'est parce que les questions à l'examen seront en français. Ok? Donc les justifications seront également en français. Donc il faut justifier le mécanisme si le prof vous demandait ça en français. Donc, plus je sais que je suis inexcellable dans le français. J'ai une mal prononciation, so excuse my French. Je sais que je ne suis pas un professeur de français. Je suis un professeur de chimie à la faculté des sciences YouTube. Donc plus HCl. Donc le proton, donc le HCl c'est un acide qui ici pas de charge. Donc pour bien expliquer, l'azote il va attaquer ce proton et donc ils se déplacent vers le Cl. Donc finalement, qu'est-ce que nous devons trouver? L'essentiel dans cette réaction, c'est qu'il est important de trouver un produit avec une inversion de la configuration. C'est très important de trouver un produit avec une inversion de la configuration. C'est une configuration S. Par contre, la configuration de départ, c'est une configuration R. Donc, plus le péridine qui va former une liaison avec l'hydrogène libéré par l'acide capable de donner des hydrogènes, plus donc Cl- va se déplacer ici en appliquant la loi de Coulomb, la loi d'attraction des charges des signes opposés. Activation électrophile des alcools. Qu'est-ce que ça veut dire activation? C'est-à-dire qu'on augmente la réactivité de la molécule. Donc, dans un premier temps, nous allons traiter comment je peux préparer un chlorure de tosyl. Donc, qu'est-ce que ça veut dire TS? TS, tout simplement, c'est un symbole de ce composé-là. C'est celui-là, le TS, ou bien le groupement
tosylate. Et donc par le même mécanisme précédent, nous allons voir une substitution du groupement OH par un groupement Cl. Et bien, tout simplement, donc nous ne pouvons pas parler de l'inversion de la configuration parce que nous n'avons pas un carbone asymétrique. Et donc c'est tout simplement, nous verrons une substitution du groupement OH par un Cl pour préparer le TsCl qui va jouer un rôle très important pour l'activation du groupement OH. Et donc substitution du groupement OH par un groupement chlorure, par un groupement Cl. Et donc c'est ça le TsCl ou bien le chlorure de tosyle. Bien sûr, le pyridine va arracher le proton de groupement OH, donc puisque c'est une base très très forte, donc il va arracher le proton de l'alcool et donc il sera chargé positivement. Donc Cl- pour des raisons du Coulomb, loi d'attraction, des charges de signes opposés. Donc nous avons déjà vu tout ça dans le mécanisme de l'halogénation des alcools. Et bien la question qui se pose, c'est quel est le rôle de ce groupement, quel est le rôle de TsCl. Et bien tout simplement le rôle de TsCl, elle sert à activer la fonction alcool. Donc la fonction alcool, c'est une fonction désactivée. Pourquoi? Parce que nous avons ici des effets donneurs faibles exercés par l'alkyle. Donc la différence d'électronégativité entre le carbone et l'oxygène est assez faible, donc pour cette raison cette liaison est peu polaire, ce qui explique que le groupement OH est un mauvais groupement partant, c'est-à-dire qu'il ne part pas facilement de la molécule pour les réactions d'élimination. Donc notre objectif, c'est d'augmenter la capacité d'éliminer ou bien de substituer le groupement OH. Donc pour cette raison, on utilise le TsCl. Donc le chlorure de tosyle, donc je vous rappelle que le TS c'est ce composé là, celui-là le tosylate. Donc ici, nous verrons une substitution du groupe de l'hydrogène par un TS. Donc, et au lieu de ROH, nous trouvons RO, formation d'une nouvelle liaison oxygène TS. Donc ce OTS est un meilleur groupement partant dans les réactions de substitution. Pourquoi OTS est un meilleur groupement partant? Tout simplement parce que, donc si on compare la polarité de cette liaison et la polarité de cette liaison, donc nous pouvons tirer une conclusion que la liaison RO-TS est très très polaire que la liaison ROH. Ceci explique que le RO-TS est un meilleur groupement partant qui dégage la molécule par une rupture hétérolytique par rapport, donc le OTS c'est un meilleur groupement partant par rapport à OH. Donc pour cette raison, on substitue l'hydrogène par un groupement TS parce que le OTS est un meilleur groupement partant. Donc la question qui se pose toujours, c'est pourquoi le OTS est un meilleur groupement partant qui dégage la molécule que OH. Et bien la réponse, c'est au niveau de la structure de TS. Donc si nous remarquons bien la structure
de TS, de tosylate, si un oxygène directement lié avec le TS. Donc nous pouvons tirer que nous avons ici un système conjugué N sigma pi. Donc ce système conjugué va conduire à un effet donneur plus M. Donc l'effet donneur va augmenter la charge positive au niveau de l'oxygène. Donc nous verrons. Je pense que j'ai déjà expliqué ça dans le chapitre des substitutions nucléophiles. Donc ici, donc cette liaison va se déplacer vers l'oxygène et donc l'oxygène sera chargé positivement. Donc c'est cette charge positive qui est le responsable de la meilleure groupement, de la propriété meilleur groupement partant de la molécule, parce que si nous avons un RO et un RO+, quelle est la liaison la plus polaire? Et bien tout simplement c'est la RO+, parce que la charge positive augmente l'électronégativité. Pourquoi il augmente l'électronégativité? Tout simplement parce qu'il augmente la force d'attraction des électrons vers lui. Et donc nous avons ici une densité de probabilité très importante, donc ce qui explique que cette liaison est plus polaire et donc facile à casser. Par contre, cette liaison RO est une liaison peu polaire. Donc pourquoi cette activation? C'est tout simplement pour des raisons, des réactions de substitution nucléophile. Par exemple, si je veux substituer un groupement OH par un nucléophile, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que cette liaison est peu polaire, donc je ne peux pas utiliser le nucléophile directement, donc pas de réaction, parce que cette liaison est peu polaire. Donc j'ai besoin d'une liaison très polaire pour que la substitution nucléophile avoir lieu. Donc pour cette raison, nous devons activer ce groupement, ce qu'on appelle l'activation du groupement hydroxyle. Par quoi? Par le TSCl. Et bien tout simplement, nous verrons ROTS. Voilà. Donc l'activation par TSCl en présence de pyridine. Donc le pyridine, c'est celui-là, comme d'habitude. Donc quel est le rôle de pyridine? Il va arracher ce proton pour former le RO- qui va attaquer le TS+. Donc ici nous trouverons une nouvelle liaison azote-hydrogène, charge positive sur l'azote, plus Cl- qui va se déplacer ici pour des raisons de Coulomb, loi d'attraction des charges de signe opposé. Donc le ROTS, donc maintenant que j'ai activé le groupement OH, le groupement hydroxyle, je peux tout simplement pratiquer une réaction de substitution nucléophile. Je n'aurai aucun problème. Pourquoi? Parce que cette liaison est très polaire grâce au groupement TS. Donc comme nous l'avons déjà expliqué ça. Donc le nucléophile va attaquer l'alkyle qui est chargé positivement et donc nous verrons le dégagement de OTS. Nous allons appliquer tout ça dans la série numéro 5, Inch'Allah. Et voilà, formation d'une nouvelle liaison alkyle nucléophile plus dégagement de TSO-.